Madame, Messieurs, bonjour. Qu'est-ce qui bloque encore l'avancée rapide du M23 sur les sols congolais? Madame, Messieurs, est-ce que la RDC risquerait-elle une balkanisation? Ça sera une des questions avec lesquelles nous allons discuter avec notre invité de cet avant-midi, lui c'est Nikez Kibelbel. Après ça, nous allons parler d'une deuxième thématique. Vous le savez peut-être, la Commission de l'Union africaine a déjà son nouveau président avec Nikez, un expert dans des questions sécuritaires à l'est de la RDC, un chercheur, un journaliste qui ensemble avec nous sur ces plateaux de Web Information TV. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation, Nikez. Merci, cher confrère. Tout le plaisir est pour moi de partager encore avec vous. Si on pouvait y commencer, monsieur Nikez, vous le savez, vous avez écrit un livre sur la balkanisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, notre pays est vraiment sur la voie de la balkanisation? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai écrit un livre en 2022. Il s'intitule Balkanisation de la RDC, mythe et réalité. Ok. Et dedans, dans le presque 280 pages, j'explique un peu cette balkanisation, mais je parle du mythe. Le mythe, ce sont les déclarations du président, de l'ex-président rwandais, Pasteur Bizimungu, qui demandait la révisitation des frontières. La réalité, c'est qu'effectivement, à un moment, le Rwanda nous dit tout le nord, dans le nord Kivu, c'est-à-dire Masisi, Rutshuru, Izui, c'était leur territoire. Alors, la question que vous posez, elle est fondamentale. Aujourd'hui, nous avons l'impression, la nette impression, que le plan de la balkanisation est en marche. Nous ne sommes pas les prophètes de malheur, mais au regard des signaux qui se présentent aujourd'hui devant nous, nous pouvons affirmer, sans preuve d'être contredit, que le plan de la balkanisation est en marche. Pratiquement aujourd'hui, nous avons atteint les 60%. Qu'est-ce qui le démontre, M. Nikez? Ce qui le démontre, c'est que, la communauté internationale, de façon générale, ne condamne pas l'agression. L'Union africaine, sûrement nous y reviendrons, n'en parle pas. La RDC est un pays qui a 9 voisins. Aucun de nos voisins ne dénonce cette situation. Et il y a une confusion entretenue. On dit le M23 soutenu par le Rwanda, le M23 AFC soutenu par le Rwanda, les militaires rwandais avancent. On crée la confusion, si bien qu'on laisse les Congolais dans cette confusion en faisant croire qu'effectivement, les Congolais méritent cela. Et l'avancée de la coalition, appelons ça comme ça, M23 AFC, l'avancée et la prise surtout la prise de Goma et de Bukavu, c'est vraiment sur le plan de la balkanisation. Parce que ceux qui parlaient, ceux qui prophétisaient la balkanisation, proposaient ou proposent toujours que les pays soient coupés, la RDC soit divisée en 3. En 3, c'est-à-dire vous avez une partie, le Kivu comme on dit, qui serait sous l'impulsion, sous la gestion rwandaise. Vous avez l'Ituri, dans l'ex-province orientale qu'on appelait Ozaïr, sous la gestion ougandaise. Et le reste là, on peut nous laisser, qui resterait le Congo si le Katanga n'entre pas dans les jeux. Donc voilà un peu. Et jusque-là, avec l'avancée de la coalition M23 FC armée rwandaise, le plan est en train d'être mis en place. L'armée ougandaise prépare également son entrée sur les sols congolais parce que d'ailleurs, sur un tweet du chef d'état-major ougandais, il a dit qu'il va venir récupérer, pas même conquérir, récupérer l'Ituri. Ah oui, l'armée, nous avons beaucoup écrit. Nous avions demandé que l'armée ougandaise, l'UPDF, puisse quitter le territoire congolais. Parce que l'armée est dans le cadre de la mutualisation, l'armée ougandaise est sur le sol congolais, dans la partie effectivement du Grand Nord, c'est-à-dire Beni, Lubero, Ituri. Alors, concernant les tweets du général Muhoozi, il y a à boire et à manger. Est-ce que il faut prendre ça avec des pincettes? Parce que des fois, il dit des choses comme un fou et puis après il revient. Mais
aujourd'hui, sur le plan de la balkanisation, les positions de l'armée ougandaise sur le sol congolais ne permettent pas au FARDC de faire la guerre avec deux pays, le Rwanda et l'Ouganda. Et géographiquement ou géostratégiquement parlant, vous avez le Rwanda qui va dans ses frontières, je dis ses frontières entre guillemets, qui s'arrête à Kanyabayonga. Donc, ces frontières, c'est Kanyabayonga jusque les Kivu. Goma, Bukavu, Uvira, ça c'est les frontières entre guillemets du Rwanda. Et il laisse l'Ouganda dans ses frontières aussi qui commencent à Kanyabayonga jusqu'à Ituri. Donc, l'étude du général Muhoozi, qui est le seul garçon, le seul fils unique, enfin le fils unique de Museveni, et qui est le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, il faut le prendre avec tous les sérieux possibles. Même si c'était un fake news. Il a fait un autre deuxième tweet, ce n'est pas fake, on a vérifié. Oui. C'est vrai, il a fait un deuxième tweet, il a montré les militaires ougandais. Oui. Il a dit qu'ils sont en train de se préparer pour venir récupérer l'Ituri. C'est ce que j'ai dit. Même si c'était un fake news, parce qu'un laboratoire peut faire ça à son nom, même si c'était un fake news, mais ce sont des signes avant-coureurs qui montrent que, effectivement, la RDC est dans ses plans de balkanisation, comme nous l'avons titré en 2022. Qu'est-ce qu'ils chercheraient, les chefs d'état-major ougandais? Non, d'abord, il y a une littérature en Occident qui dit que la RDC est tellement vaste qu'il est difficile qu'il soit bien gouverné. Et dans son étendue, 2 345 409 km², dans cette étendue-là, il faut la mietter. Il faut les mietter plutôt. Il faut les diviser. Ça, c'est une littérature occidentale, américaine aussi. La deuxième raison, c'est que nous sommes maintenant dans les Congo utiles, comme on le dit. C'est-à-dire que quand vous prenez les Kivu, vous avez les matières premières, ce qu'on appelle les terres rares. Vous avez les lithium, les coltan, vous avez les pyrochlores. Ces terres rares participent aux nouvelles technologies aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de ça. En Ituri, vous avez l'or. Dans l'or, vous avez l'uranium. Les géologues vous font voir que dans l'or, vous avez l'uranium. Donc, c'est ça le Congo utile. Couper cette partie, bon, je ne dis pas que le reste n'est pas utile, mais pour eux, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, ils ont besoin de ces minéraux qui se trouvent sur cette partie du Congo. Donc, ils peuvent couper le Congo et avec cette littérature, comme je l'ai dit, le Congo est trop vaste, ingouvernable, mais si on donne des petites portions, ils pourront être bien gouvernés. Je rappelle que le Rwanda est plus petit que même la province du Nord Kivu. Je rappelle que quand le Kinshasa fait 1000 km asphaltés, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport au Rwanda ou à l'Ouganda. Parce que 1000 km sur une étendue de 2 millions de kilomètres carrés, et celui qui fait 1000 km sur une étendue de 26 000 km carrés, vous voyez les effets. Donc, cette catégorie de personnes, ces lobbies-là, trouvent qu'il faut, coûte que coûte, couper les Congo. Et dans votre livre, qu'est-ce que vous avez proposé? Vous avez proposé à ce que les pays soient balkanisés, ou bien vous n'avez pas vraiment consommé l'idée? Bon, d'abord, comme journaliste, le journaliste ne donne pas de solution. Le journaliste présente des faits. Nous avons présenté les faits, les dangers que courait la RDC, et quitte aux décideurs intellectuels, professeurs d'université, journalistes et universitaires, de réfléchir et de trouver des solutions pour lutter contre la balkanisation. Quels sont ces dangers-là que vous avez soulevés? Mais nous avons d'abord soulevé deux grands dangers. La faiblesse de notre armée au niveau de l'Est. C'est-à-dire que, alors que les dangers depuis 30 ans de la balkanisation viennent de l'Est du Congo, notamment du Nord Kivu, on n'a pas mis des brigades spéciales, on n'a pas mis beaucoup d'effectifs d'armée pour essayer de contrer cela. On a géré comme si ça ne viendrait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est le transbordement des populations. On prend des populations, vous avez appris ce qu'on a appelé
les Banaboucha. On a pris je dois vous le dire comme ça, on a pris des Hutus, on les a déversés à Ituri. Plus de 200 000 ménages. Ils sont arrivés avec leurs moyens propres. C'est-à-dire qu'ils étaient indépendants. Ça, c'est un fait. Et il y a aussi, au niveau du Grand Nord, ce qu'on appelle les glissements des populations. On a pris des populations nandées, on les a glissées vers l'Ituri. Tous ces faits combinés montrent qu'effectivement, le plan de la balkanisation était déjà bien en marche. Et d'ailleurs, un grand lecteur de nos livres, et vraiment un grand intellectuel, quand il a pris les livres, il m'a dit comme ça, avant d'ouvrir la première page, il dit, mais monsieur Niquez, mais vous êtes en retard. Goma est un exemple de balkanisation. C'est-à-dire qu'on a fait de Goma une très jolie ville, avec des constructions, des hôtels, pour montrer aux populations du Nord Kivu que vous n'avez rien à aller chercher à Kinshasa. Vous pouvez rester vivre calmement avec Goma sans dépendre de Kinshasa. Donc voilà autant de faits. Alors, monsieur Niquez, on est en train de le voir, c'est un fait. L'armée congolaise n'arrive pas à arrêter l'avancée des rebelles du M23. Dites-nous, qu'est-ce qui manquerait à notre armée pour ne pas vraiment mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise? Alors, il y a beaucoup de choses, mais je peux prendre 2 ou 3. La première des choses, nous avons un problème de sous-effectif. Vous savez, ça fait 20 ans, on n'a pas recruté. 20 ans durant, depuis le départ de Mobutu. On nous a présenté une armée dans le 1+4 de brassage et de mixage où ceux qui venaient occupaient déjà des grades de major, colonel et puis généraux. L'armée, ce sont les hommes de troupe. Alors, lorsqu'on nous attaque, première chose, on se rend compte que nous n'avons pas d'effectifs. Ça, c'est de 1. De 2, c'est le problème de commandement. Mais avant d'arriver au problème de commandement, il y a quelque chose de très important que nous semblons oublier. Pendant 18 ans, ou non, pendant 20 ans, nous étions sous embargo. Oui, assurément. Sous embargo des armes. On disait seulement, il faut une autorisation. Ce sont des termes diplomatiques. Hein? Non, avant d'acquérir des armes, il faut une autorisation. Non, nous étions sous embargo. C'est-à-dire que lorsque la guerre éclate, nous nous retrouvons avec une armée sous-effectif, moins équipée par rapport aux armées modernes. Nous sommes la 20e armée au monde. Oui, mais j'ai dit moins équipée technologiquement. Technologiquement, c'est-à-dire quand je parle de l'équipement, je prends tout. Les ressources humaines, on peut en avoir, mais les avancées technologiques. Parce que prenez le cas de la force navale. Sur les lacs Kivu, nous vivons au Kivu. Vous avez déjà vu combien de canons rapides et FARDC surveillés? En tout cas, pas plus de 10. S'il y en a, c'est 3 ou 4. Donc là aussi, c'est ça les sous-équipements. Donc nous ne sommes pas à la pointe de la technologie. Et dans la cyberguerre, où le Rwanda est 4e en Afrique, nous n'avons pas de place. Nous sommes 40e, nous. Non, on ne nous a pas classés. Ah bon? Non, parce que dans la cyberguerre, nous n'existons pas. Ah, le Rwanda est sur la 4e place. 4e place. Donc, cyberguerre, cybernétique, cyberattaque, c'est comme ça que facilement ils pouvaient brouiller les fréquences à l'aéroport. Alors, donc vous voyez, maintenant, excusez-moi, il faut finalement ajouter le commandement, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc voilà un peu. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut à l'armée congolaise? La première des choses, une armée a toujours comme soubassement la discipline. Il faut discipliner les militaires. Parce que jusque-là, nous pouvons dire que notre armée n'a pas maîtrisé la discipline. Parce que quand un militaire au front s'est fait filmer en montrant les images comme... Non, ça ne peut pas passer. Ça, c'est la première des choses. Discipliner les militaires. Deuxième des choses, le moral des troupes. Parce que les militaires ont prêté serment de mourir pour la nation. Donc, il doit se battre. Alors, si le moral est bas, il ne peut pas. Et le moral est augmenté par les frais, peut-être les salaires. Non, non. Ou bien la prise en charge. Non, non. Laissez ces histoires de salaire, ça c'est un faux problème. Les militaires au front, même s'il a $1000 dans la poche, il fera quoi avec? Il ne fera rien.
Cette histoire est Comment remonter alors le moral? Mais d'abord, le moral, c'est l'exemple de bravoure des chefs. Si les commandants, parce que l'exemple vient d'en haut, si les commandants de troupes ont la maîtrise des opérations, ont cette approche, il n'y a pas de fossé entre l'homme des troupes et les militaires. À ce moment-là, le moral est haut. Mais regardez, nous avons vu ici des généraux vivre dans des villas ici alors que les militaires sont au front. Le commandant doit être avec ses hommes. C'est ça aussi l'épreuve de morale. Et puis il y a l'infiltration. L'infiltration, c'est le commandant qui doit découvrir l'infiltration. Par exemple, chaque matin, que chacun porte son galon, recensement le matin ou appel nominal, et on saura qui est qui. Sur ces points-là, quand le commandant est dans la ville, dans une villa, les troupes sont au front, comment il fera tout cela? Donc, il y a le problème d'infiltration, le problème des agents doubles, et ça aussi, et finalement, le problème de l'impunité. Parce que notre armée, nous devons dire les plaies qui rongent notre armée. L'impunité. L'impunité. Et maintenant, si on parlait de la morale, parce qu'on a vu les militaires étaient en train de se filmer, disant que nous sommes en train de fuir, ils se moquent de toutes les autorités congolaises. Qu'en pensez-vous? Mais le principe, il est clair. La discipline est la mère de toutes les armées. Donc, il est anormal qu'un militaire, que son coéquipier, comme on dit en lingala, Massoua, tombe et lui filme. C'est anormal. Mais ce n'est pas tous les militaires. Parce que nous avons vu comment les FARDC ont résisté dans la prise de Goma. Cela signifie qu'il y a quand même, il y a des brebis galeuses, mais il y a des militaires. Mais on dit que c'est ces militaires qui ont résisté dans la ville de Goma parce qu'ils ont manqué où passer. Donc ils ont manqué un couloir de sortie. Non. Ils pouvaient se rendre. Comme il y a certains qui se sont rendus au Rwanda. Ils pouvaient se rendre. Ceux-là avaient le patriotisme. Ils s'étaient dit, effectivement, c'est notre pays. Nous avons juré de mourir sous les drapeaux. C'est comme on dit, Bendele Kouyaté, nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Et effectivement, ils se sont battus. Donc, ce n'est pas qu'ils ont manqué où aller. Ils pouvaient bien se tirer des balles. Les suicides existent. Ils pouvaient bien, comme certains sont entrés au Rwanda, en respectant les droits internationaux humanitaires. Mais ceux qui sont restés se battre, c'est parce qu'ils s'étaient dit, c'est notre pays, notre sang sera versé pour ce pays, et nous nous battons jusqu'au sacrifice suprême. Comment combattre l'indiscipline dans notre armée, M. Niquez? D'abord, les sanctions. Il y a des sanctions positives, des sanctions négatives, et les sanctions finissent effectivement par la justice militaire. Il y a des cours et tribunaux militaires qui doivent être opérationnels et très regardants en suivant. En principe, là où il y a les opérations, vous devez avoir une équipe qui fait des forennes, c'est-à-dire la justice militaire qui suit les opérations et qui récupère et les déserteurs et tout ce que vous voulez là, directement en jugement. Et en temps de guerre, ce sont des pendaisons publiques, ce sont des peines de mort. On ne badine pas. Quelqu'un qui a trahi, vous ne pouvez pas aller le mettre au cachot ou bien en prison. Au front, là, on règle. Bon, ça, c'est ce qui se passe sur les champs. Un traître, on ne les ramène pas à la maison. Parce que dès que vous les ramenez à la maison, les ONG arrivent et vous les libérez. Monsieur Niquez, peut-être la dernière question pour finir la première partie de cette émission. Dites-nous, les Wazalendo auraient, je les mets au conditionnel, auraient attaqué les FARDC nous sommes à Uvira, je voulais dire, à Uvira. Dites-nous comment est-ce que vous analysez ces faits. Bon, je me suis toujours réservé de faire des analyses sur cette coalition FARDC Wazalendo. Parce que les FARDC, ce sont des militaires. Les Wazalendos ne sont pas des militaires. Alors, mais ils disent que ce sont des volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP. Les VDP. Donc, c'est déjà une différence. Alors, qui dote les Wazalendo des armes? Ce n'est pas l'armée. Donc, demander à un FARDC, à un militaire FARDC, de remettre son arme à un Wazalendo, le militaire formé ne le fait pas. Alors, toutes ces cacophonies font que finalement, ils se tirent dessus. Ouais. Le militaire a été formé sur des principes de la guerre. Le Wazalendo n'a pas été formé sur les principes de la guerre.
Alors, on est sur deux registres différents. Et malheureusement, ça peut créer de l'incompréhension jusqu'à se tirer dessus. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup, M. Niquez. La Commission de l'Union africaine a été dotée de nouveaux chefs. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous analysez ces faits, M. Niquez. Effectivement, pour nous, comme Congolais d'abord, nous pouvons dire que c'est une victoire pour la RDC. Pourquoi? Pendant longtemps, le candidat du Kenya, l'opposant Raila Odinga, était pressenti comme celui qui devrait diriger la commission de l'Union africaine. Mais et puis, il est même arrivé à Kinshasa, le président Tshisekedi l'a reçu, l'a rassuré que la RDC serait derrière. Mais il s'est posé un problème avec l'attitude ou le comportement du président Kenya, William Ruto. Même si ces pairs africains ne disent rien sur l'agression rwandaise de la RDC, mais ces pairs africains n'ont pas apprécié sa façon ou ses relations très très prononcées vers le Rwanda. Il a été sanctionné, donc on a sanctionné les Kenyans à travers Raila Odinga. Parce que c'était un deal. Raila Odinga qui soulevait les foules, qui mettait en difficulté le pouvoir de Ruto, ils se sont arrangés que Raila Odinga, avec ses 80 ans, irait à la commission de l'Union africaine pour laisser Ruto plus ou moins gérer le pays calmement. Mais il n'a pas respecté les deals. Et voilà, il a été battu. Celui qui arrive, les Djiboutiens, Mohamed Ali Youssouf. Youssouf, bien sûr. 20 ans comme même ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc de 2005 à 2025. Il a la maîtrise des dossiers de l'Afrique. Il est posé et on espère, on souhaite qu'il fera du bon travail. Donc, mais ce que nous avions reproché, ou ce qu'on a reproché au Tchadien qui vient de partir, c'est qu'il a négligé l'Afrique subsaharienne. Tous les conflits en Afrique subsaharienne n'ont pas été traités par la Commission, n'ont pas été correctement traités par la Commission. Les conflits en RD Congo, les conflits au Soudan, et ainsi de suite. Et pourquoi n'ont pas condamné les Rwandais? Alors, il y a 1000 explications. L'influence du Rwanda, vous savez, le Rwanda a fait une grande diplomatie, depuis, pas aujourd'hui. D'abord, le président Kagame, en 2017, c'est à lui qu'on avait donné la mission de restructurer l'Union africaine. Oui, c'est-à-dire de présenter une Union africaine moderne, modernisée, tout ce que vous voulez. Qui leur aurait donné cette mission? Mais ce sont ses pairs africains. Donc, il a fait ça. Mais aussi, vous savez que derrière le président Paul Kagame, il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutiens occidentaux. Mais oui, vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez la France, pour ne citer que ces trois pays-là. Vous avez Israël. Alors, donc, ces gens-là ont une influence sur ce qui se passe en Afrique, notamment une influence financière. Donc, les Africains qui ne savent pas se prendre en charge craignent qu'ils puissent rater tel ou tel manne, telle ou telle aide, et ils demandent aux troupes étrangères de sortir de la RDC. Mais ils ne disent pas quelles sont ces troupes étrangères qui doivent sortir. Donc, ils ne citent pas le nom du Rwanda. Mais Monsieur Niquez, vous êtes chercheur quand même, vous êtes également journaliste, expert dans des questions sécuritaires. Vous avez entendu la France, c'était cet avant-hier, via son président Macron, il a demandé au FA, disons, au M23, de quitter les sols de Bukavu, mais le M23 finalement est entré. Comment vous pensez? Mais vous savez, pour ceux qui ont déjà été en enfer, on dit que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bonnes intentions seules ne suffisent pas. Parlons de la France. La France a, parce que la France et l'Allemagne, ce sont eux qui sont comment on dit, les moteurs de l'Union européenne. Mais à travers la France, l'Union européenne finance le Rwanda, finance
l'armée rwandaise, militairement. Alors, qu'est-ce qui serait mieux? La France, si elle veut aider la RD Congo, ce n'est pas dans les vœux pieux, ce n'est pas dans les intentions, mais c'est par les actions. C'est-à-dire, il ferme le robinet sur le financement de l'armée rwandaise, il ferme le robinet sur le financement de l'armée ougandaise, mais comme vous le savez, l'homme le plus puissant du monde, ce n'est pas Donald Trump. Ce sont les multinationales. Et c'est Total Energy qui est et à Brazzaville, et en Angola, et au Rwanda, et en Ouganda. Donc, vous comprenez un peu que la France a une influence, mais quand la France fait les calculs, parce que ce sont les intérêts qui comptent, qui se bousculent, et quand la France fait ses calculs, elle voit ce qu'elle peut perdre en termes de finances, elle se dit, je fais semblant de condamner, mais en réalité, je continue de soutenir le Rwanda. Bon, ça c'est ce que vous dites, c'est votre façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Commission de l'Union africaine sur la question sécuritaire en RDC? La première des choses, il faut délocaliser la question. C'est-à-dire, nous avons deux processus, Nairobi et Luanda. Aujourd'hui, ces processus sont obsolètes. C'est-à-dire que ces processus ne pèsent plus, ne valent plus. Surtout que pour le processus de Luanda, le médiateur est devenu président de l'Union africaine. Lorenzo. Donc, il faut délocaliser le processus qu'on donne à un autre pays, qui n'est pas le pays de la sous-région. Et ces pays-là, avec une nouvelle lecture, puissent trouver des solutions. D'abord, réconciliation, c'est peut-être trop dire, mais trouver des solutions de dialogue entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Après cela, parce que la solution ne peut passer que entre ces deux-là. Le président, s'il y a une solution de dialogue, ça va entraîner le reste. Mais le 23 a dit que s'il n'y a pas le dialogue direct entre lui et le président Tshisekedi, il ne va pas se retirer. Moi, je réponds à la question que ce qu'il faut, c'est un dialogue franc, bon, même pas franc, un dialogue entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Et le reste va suivre. Le reste va suivre. Parce que lorsque le président Tshisekedi dialogue avec le président Kagame, nous revenons à la feuille de route de Luanda, qui dit, la RDC accepte la neutralisation des FDLR. 2, le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Alors le reste viendra. S'il y a un problème entre Congolais, on trouvera des solutions après. Mais sinon, nous revenons à votre première question, l'AFDEL. C'était comme ça. Dialogue, pas dialogue. Dialogue, pas dialogue, jusqu'à ce que le président Mobutu est parti. A été renversé. Vous comprenez? Donc, si nous voulons que le pays reste dans ses limites de 1960, il faut que le président Kagame et le président Tshisekedi se parlent et mettent la feuille de route de Luanda en marche, et vous verrez que le reste va suivre. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une manière pragmatique? J'aimerais que vous répondiez très bien à ma question là d'une manière claire. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une manière pragmatique à l'Union africaine, surtout sur la question de l'Est de la RDC? De façon claire et sans embâche, sans détour, je dis rien. Rien? Rien. Par contre, on peut attendre et des États-Unis et de la France, de l'Union européenne, des choses qui peuvent arrêter ce qui se passe. Il n'y a que les États-Unis et l'Union européenne qui sont capables de mettre fin au cycle de violence, à la tragédie que vit le peuple congolais. Donc c'est eux qui sont à la base. Ah mais oui. Donc on m'a l'expliqué, monsieur. Mais je vous parle des multinationales. Lorsque vous êtes en Ituri, lors de l'Ituri, c'est Barrick Gold. Et Barrick Gold, vous avez là-bas la famille Bush, qui est parmi les associés. Ça, c'est un exemple. Lorsque vous venez à Walikale, dans les massifs plutôt, Rubaya, le coltan va où? Mais ça va en Occident. Donc, vous voyez un peu ces problèmes-là. Donc, ce sont ces gens-là. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la plus grande puissance au monde. Si les États-Unis donnent l'ordre, parce que ce sont les États-Unis qui ont installé le régime
Kagame. Vous êtes sûr? Vous avez de preuves? Je vous l'ai dit. Ce sont eux qui ont installé ce régime. Et s'ils donnent l'ordre, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et si l'Union européenne arrête avec tout ça, s'ils sont sérieux, s'ils sortent du plan de la balkanisation, ce sont eux qui doivent arrêter. Mais comme ils sont dans le plan de la balkanisation, l'Union africaine ne fera rien. Donc le problème ne prendra plus fin parce que c'est la question des ressources naturelles que nous avons toujours. Ils ont créé une guerre hybride. Parce que dans cette guerre, on ne sait pas finalement qui est le vrai acteur. C'est ça la guerre hybride. Alors, et la guerre hybride, c'est le plus rusé, le plus puissant, c'est lui qui puise, qui récupère les matières premières. Donc la guerre ne prendra fin selon vous, Nikez? La guerre ne prendra fin que lorsque le Congolais prendra conscience qu'il a une nation et qu'il faut la défendre. Nous la défendons, bien sûr. Hein? Non. Le Congolais prendra conscience qu'il a une nation unique et qu'il faut la défendre. Défendre une nation, c'est rassurer les services de défense et de sécurité de la police. 2, tenir sur son histoire. 3, tenir sur l'éducation de qualité. Et enfin, la bonne gestion, la bonne gouvernance. Ça, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Ça, je vous dis en tant que chercheur, nous n'en avons pas. Et regardez les niveaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la cyberguerre. Je vous ai dit que le Rwanda est 4e en Afrique. Et nous ne sommes pas même classés. Nous ne sommes pas classés. Mais nous avons des universités. Et nous avons des garçons qui sont vraiment outillés. Nous sommes en guerre. Nos écoles techniques ont été incapables de monter des drones. Ça, c'est un exemple. Je vous l'ai dit. Ça, c'est un exemple. Mais il y a les jeunes qui connaissent le faire ici. Hein? Mais oui, il faut les encadrer. Comme Thomas, vous pouvez être très intelligent. Si on ne vous encadre pas, vous devenez quoi? Ça ne va servir à rien. Donc, les 4 critères que j'ai donnés là, nous sommes en retard. Il faut revisiter cela si nous voulons. Si nous avons un budget de 15%, budget militaire, ça nous permet les recherches, les équipements et autres. Mais si nous avons un budget de 2%, ça fait quoi? Ça fait absolument rien. C'est que notre président a alloué toute la grande partie de notre budget à l'armée congolaise. À quel moment? Récemment. Mais une formation, c'est continu. Je vous ai dit que pendant 20 ans, on n'a jamais recruté. Pendant 20 ans, on n'a jamais construit un seul camp militaire. Et est-ce que le pays avait une vision? Non. Pendant 20 ans, tous les camps militaires dissuasifs, comme Rumangabo, Rwampara, Sayo, Rumangabo est devenu camp de garde-parc. Est-ce que c'est normal? Mais chaque année, je vois, on fait appel de recrutement. Mais c'est maintenant. Pas chaque année, ça fait 2 ans depuis que le M23 nous a attaqués. On fait appel au recrutement des jeunes. Mais pendant 20 ans, ça ne s'est jamais fait. Ah bon? Ah, mais c'est vrai. Pendant 20 ans, nous avions une armée des officiers, pas d'hommes de troupes. Ah, okay. C'est ça le problème. Alors, quel est l'avenir du processus de Nairobi maintenant que Lorenzo a pris la tête de la commission de l'Union africaine? Le processus de Nairobi, comme celui de Luanda, sont dépassés. Dépassés par les événements, dépassés par les réalités du terrain. Il faut créer un autre processus. Un autre processus passe d'abord. Uhuru n'a plus de pouvoir. C'est un ancien président. Mais face à Ruto, il n'a plus de pouvoir. Et Lorenzo est maintenant président de l'Union africaine. Donc il faut trouver d'autres acteurs qui récupèrent le dossier et qui donnent une impulsion nouvelle pour que finalement les dialogues puissent se faire entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, c'est une très belle solution. Alors, Monsieur Nikez Kibelbel, 33 minutes nous ont suffi pour cette émission. Dites-nous ce que vous avez à dire en conclusion. En conclusion, il faut d'abord demander à la communauté internationale de prendre conscience du drame, de la tragédie qui se passe au Congo. Plus de 3000 morts à Goma, des déplacés de guerre. C'est depuis 30 ans que nous avons des populations qui errent. Nous n'avons pas besoin de biscuits protéinés. Nous produisons les haricots, nous produisons tout ici, la patate douce, ainsi de suite. Donc, qu'on ait pitié de ces peuples qui souffrent. Et prendre en considération
ce peuple qui est dans l'errance, qui est dans les incertitudes. Et si on prend en considération ces peuples, parce que nous sommes des humains, et ils nous ont amené le christianisme, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors qu'ils respectent ces personnes créées à l'image de Dieu et qu'ils aient quand même pitié au peuple congolais, la résilience. La résilience, mais surtout une lecture correcte des événements qui se passent parce que nous sommes en train de perdre la RD Congo dans ses limites de 1960. Et là, c'est dangereux. Un pays, une nation ne meurt quand son peuple n'est plus en mesure de défendre son intégrité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nikez Kibelbel, d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir.